qui existent moi, je ne peux pas répondre à la place des autres. Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je suis à Kinshasa, je ne peux pas répondre à la place des autres. Moi, c'est tout simplement que nous sommes francs. Moi, j'ai beaucoup d'amis au Congo-Brazzaville. Ma meilleure amie, c'est une des membres éminents de la famille présidentielle de Brazzaville. Donc, je peux vous dire que je ne comprends pas. Certains membres aussi de la famille du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ne comprennent pas. Beaucoup de Congolais de Pointe-Noire ne comprennent pas. Je vous ai dit qu'il y a eu soit d'excès des ailes, soit dans la guerre de succession au président Sassou, beaucoup de maladresses qui ont fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont monté cette opération sont dépassés par cela. Ok. Alors, en ce qui concerne nos compatriotes, puisqu'on parlait d'eux, qui vivent à l'étranger, donc on a pris les cas de Brazzaville, mais également tous ceux qui vivent à travers le monde, est-ce qu'il y a dans notre gouvernement une politique qui s'occupe de la diaspora? Bien sûr. Regardez comment, alors qu'ils étaient surpris, l'opération a été une surprise. En 24 heures, on nous a renvoyé 100 000 personnes. Alors, on a envoyé des bateaux, les récupérer. D'abord, on les a mis au stade X24, d'autres sur certains terrains. Maintenant, le Congo, l'État a disponibilisé les terrains pour le recevoir avec tous les services de l'État qui se sont mobilisés. En partant par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministère des Affaires sociales, le gouvernement provinciaux. Oui, la machine s'est mise en branle. Pourquoi? Accueillir nos compatriotes, le reclasser, etc. Mais il y a aussi... mais le gouvernement, officiellement, le gouvernement a dit qu'il était surpris de constater qu'il devait accueillir autant de personnes à l'espace de un mois ou 10 jours. Mais j'ai dit en 24 heures, madame. Mais il y a que la surprise du gouvernement, c'est limite que à l'expulsion de ceux de Brazzaville. Écoutez, si on commence à expulser tous ceux qui sont à travers le monde, qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce que le gouvernement devait attendre qu'on puisse expulser ses compatriotes pour appliquer cette politique? Écoutez, dans la politique d'immigration internationale, tout s'organise. Même dans les pays développés, tout s'organise. On ne peut pas, en 24 heures, demander aux gens... Il y en avait qui avaient des gens qui étaient, des enfants qui étaient à l'école. Et il y en a même des mamans qui étaient dans des hôpitaux. Parmi ces gens qui sont revenus, il y en a qui étaient en situation régulière. Donc, je ne connais pas un seul État où on se réveille un matin, on dit alors, parce que vous êtes Congolais, rentrez chez vous, ça n'existe pas. Mais parce que vous dites que donc, tout État s'organise, il y a les autres qui s'organisent autrement, qui proviennent, qui n'attendent pas. La France, par exemple, a élu des députés pour les Français d'outre-mer. La RDC pouvait en faire autant. Mais nous avons, pour prévenir cela. Nous avons le ministère des Affaires étrangères, nous avons le ministère des Affaires sociales, nous avons le ministère de la coopération sous-régionale. Tout ceci a fonctionné. Il y avait aussi un vice-ministère des Congolais de l'étranger qui n'existe plus, c'est-à-dire le problème était déjà résolu. Alors on a supprimé ce ministère. Ça va revenir dans le gouvernement à venir. Ça va revenir. Ça fait partie des résolutions des concertations nationales. Ça va revenir. Le Congo a géré cette situation d'une manière responsable. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de catastrophe ni d'épidémie. Pourquoi? Parce que le Congo a géré cette situation avec beaucoup de responsabilités. Même si on a été surpris. Moi-même, avec ma télévision, j'ai monté une opération qui s'appelle Geste de cœur, où j'ai mobilisé et des moyens, et des vivres, des habits, qui sont distribués à mes compatriotes, etc. Oui, c'est comme ça que les gens s'organisent pour accueillir les leurs. Voilà. Mais voilà, vous avez tout à l'heure parlé de la succession au pouvoir du président Sassou, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi s'organiser pour les échéances prochaines. Ils vont passer certainement à la recensement de la population. Si les autres... C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Si les autres, pour procéder au recensement de la population, sont en train d'expulser les étrangers, alors que nous aussi, nous allons commencer le recensement d'ici peu, puisque le ministère de Plan a déjà tout organisé, c'est-à-dire nous ferons autant, nous allons faire autant. Non, nous on est, excusez-moi du peu, on prend des choses un peu avec beaucoup de méthode. Le Congo, ses opérations de recensement sont planifiées déjà avec les concours même de la Banque mondiale. Ça va se faire sur l'étendue du territoire national durant un temps qui sera donné. Et puis après, il y aura des opérations. Le calendrier des Mal est déjà prêt avec les moyens financiers, etc. Tout se fera naturellement.
Nous avons déjà 3 rendez-vous, rappelez-vous, 2006, 2011, ça c'est les 3e rendez-vous. Donc moi je ne vois pas ce qui va nous dépasser. Voilà, durant 3 rendez-vous, on n'a jamais recensé la population et cette même population n'a jamais eu de carte d'identité. C'est aussi un vrai problème. C'est ce qui est en train de se faire, je vous ai dit madame. 17 ans après, le Congolais n'ont toujours pas une carte d'identité. Or, c'est aussi un manque à gagner pour le gouvernement. Pas seulement manque à gagner, mais il ne faut pas faire des choses dans la précipitation. 17 ans après. Parce que, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas 17 ans après. Oui, mais Joseph Kabila depuis que le régime président de la République. Depuis que le régime de Kabila est arrivé, c'est-à-dire le régime de Mouzé, c'est la continuité de la vision du chef de l'État actuel. Mais seulement, c'est que vous ne vous posez pas comme question dans cet amalgame. C'est que, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé ici en 1997, madame, ce pays n'existait que de nous. Aucune administration, aucune structure, aucun moyen. À la Banque centrale, il y avait 0 franc. Vous voulez recenser les gens avec rien? 2 ans après, c'est-à-dire plutôt 2 ans et demi après, en 2001, on l'assassine alors que le pays était en guerre. Parce qu'en 1998, les Rwandais et les Ougandais lui ont fait la guerre. Et cette guerre a duré pendant 10 ans. Vous allez recenser les gens en pleine guerre. Essayez un peu de poser des postulats en se basant sur des concepts clairs. Ouais, c'est une bonne excuse. Nous avons, donc on espère imaginez, on aurait fait... pendant les recensements, tout le monde aura sa carte d'identité. Attendez, imaginez qu'on aurait fait des recensements en 2002, 2003, 2004, 2005. Et on allait oublier tout le pan entier qui était occupé, d'abord pendant la période de guerre contre les Rwandais par le RCD, avec les Rwandais. On allait oublier ce qui était sous occupation avec Jean-Pierre Bemba. Il y aurait on allait se rattraper. Ce n'est pas sérieux. On n'allait pas se rattraper. Il faut faire des choses calmement, d'une façon structurée. Joseph Kabila est arrivé dans ce pays pour faire des choses bien, pas dans la précipitation. D'abord refonder l'État, lui donner des institutions, une constitution, qui d'ailleurs, en 2006, beaucoup de gens qui gesticulent souvent, je les vois ici sur votre plateau, oui, ne touche pas à ma constitution. Certains ont même fait une petite pétition, déjà que la communauté internationale et les Congolais ont oublié depuis quelques temps ici. Eh bien, ils veulent sa campagne d'une constitution qu'ils avaient boycottée. Puisque vous en parlez. Alors, on va parler, du gouvernement de cohésion nationale, puisque vous venez de dire que Joseph Kabila ne fait pas les choses à la précipitation. On a constaté que Joseph Kabila n'agit pas dans la précipitation, parce qu'après 7 mois, oui. ni sous pression, ni par précipitation, oui. On l'a constaté, c'est vérifiable. Après, durant 7 mois, le Congolais attendent le gouvernement de cohésion nationale annoncé. Oui. Ils en avaient un, celui de Matata Ponyo, qui faisait du bon travail. Matata Ponyo qui se voyait déjà partant depuis l'annonce de ce gouvernement le 23 mars. Un Premier ministre n'est jamais sûr. Hein. Celui qui a la certitude, c'est le chef de l'État. Un Premier ministre, on peut le faire gigler à tout moment. Celui qui a l'impérium, celui qui doit nommer et destituer un Premier ministre, c'est le président de la République. Donc Matata Ponyo, il est là pour exécuter. C'est dont on lui a donné comme mission. Il l'a fait, et il l'a même fait très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, il appartient au chef de l'État, soit de reconduire Matata Ponyo comme Premier ministre, soit de nommer quelqu'un d'autre. C'est ce qui dit la Constitution. Mais d'aucuns pensent que l'équation est quand même assez difficile pour Kabila. À quel niveau? C'est à vous de nous dire. Non, l'équation est plus que facile. D'abord parce que c'est lui qui a été élu pour un mandat de 5 ans, c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a nommé Matata, c'est Joseph Kabila. C'est lui qui constate, qui peut valider le travail positif ou négatif de Matata, c'est Joseph Kabila. Donc comment il doit avoir une équation difficile? Non. Les gens qui lient cohésion nationale avec le gouvernement, ça n'a strictement rien à voir. Le président de la République a dit, venez aux concertations, exprimez-vous, donnez-moi les résolutions, je vais les étudier, je vais tirer là-dedans ce qui est intéressant pour la nation, et on mettra en place un gouvernement de cohésion nationale, qui n'est pas du tout d'union nationale, c'est-à-dire partage des gâteaux, cohésion nationale pour que ceux de l'opposition, de la majorité, de la société civile, viennent dans l'institution gouvernement travailler pour la nation, pas pour partager les gâteaux. Ben voilà, pas pour partager les gâteaux, mais on constate que d'aucuns pensent que ça sera le cas, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'agitation. Ceux qui viennent pour partager les gâteaux, ils vont ressortir aussi vite qu'ils sont venus.
Alors, comment jugez-vous cette agitation qui vont jusqu'aux injures, on peut dire, entre le camp de Kengo et Matata? Écoutez, Matata, je ne pense pas. Matata, c'est un monsieur très pondéré et qui fait que son travail. Bon, peut-être que certains militants qui se sentent un peu offusqués par des comportements larvés, où on diligente des choses, on publie les secrets de la nation sans faire cas du caractère important de tout ceci. Non, un Congo doit être dirigé par des responsables. Si vous êtes président d'une institution, ça se mesure. Vous comprenez ça? Ça se mesure. Et il faut le faire avec beaucoup de hauteur. Je ne sais pas si on peut parler des colibés qui s'échangent. Les gens qui s'agitent pour aller à la primature, ils doivent d'abord regarder un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font comme travail, les bilans de leurs propres institutions. Bon, moi, je vois des gens qui disent toujours, oui, voilà, Matata, il n'a pas de résultats, et Matata, mais ceci, l'argent ne circule pas. Mais regardez un peu vos entreprises. Il y en a un qui était président de autant d'entreprises en faillite. Et puis, vous parlez de... Je ne sais pas, il se reconnaîtra, je ne sais pas. Et si vous regardez d'autres, pendant la Deuxième République, ils ont géré l'État, et pour quel bilan? Vous avez parlé là de Kengo à Dondo. Donc, je veux vous dire, s'il vous plaît, le Congo n'est pas amnésique. Nous ne sommes pas amnésiques. Nous analysons les choses dans le temps. On regarde qui a produit quoi. Moi, je suis victime... Quand vous parlez de la promulgation des secrets d'État, vous faites allusion à l'affaire Access Bank. Mais vous voyez que vous avez, comme beaucoup de Congolais, compris qu'il y a des choses... De comptes de l'État qui sont ouverts dans des banques commerciales privées, est-ce normal? Madame, on ne devait pas en parler, on ne devait pas interpeller le ministre je vous explique, pour fournir quelques éclaircissements là-dessus. Au-delà des procédures, je vous explique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est plus important pour nous, Congolais? Qu'il y ait des projets qui aboutissent. Si l'argent est déposé sur un compte et que cet argent sert à faire aboutir un projet, comme ce que vous avez vu en ce moment, le bâtiment qui va abriter toute l'administration centrale, comme la regard modulaire, comme le projet de Boukangalonzo, comme la réhabilitation, je vais vous en citer des projets comme ça. Oui, je suis pour que l'argent soit placé sur des comptes. Parce que la Banque mondiale, les fonds monétaires... Sur des comptes privés. Oui, n'empêche, l'Union européenne, la Banque mondiale, ils logent l'argent de la coopération dans des banques privées. Le club de Paris, le club de Londres, ce n'est pas des banques publiques, ce sont des banques privées. Les systèmes financiers internationaux, ce n'est pas des banques publiques. Mais alors, qu'on nous raconte pas des histoires. Au-delà du logement de ces comptes, il y a quand même une certaine opacité autour de la gestion de ces comptes. Access Bank, par exemple, qui a renvoyé ses agents des inconnus qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont touché aux intérêts de comptes de l'État. Et pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas pu toucher le capital? Parce qu'on sait qu'à la sortie d'un gouvernement, tout est permis. Laissez-moi vous dire droit dans les yeux. Ça, c'est la poudre aux yeux qu'on lance aux Congolais. Les objectifs, pour ne pas dire le but non avoué de ces gesticulations, c'est 1. La primature, 2. Demander à ce que les comptes de l'État congolais soient mis sur la place publique, envoyés à l'étranger. Est-ce que vous avez vu les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, la Russie publier les transactions nationales? Où est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous voulez aller à la primature que vous commencez à vous comporter comme des chiffonniers. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Congo a besoin d'hommes d'État. D'hommes d'État. Les hommes d'État, c'est qui respectent les institutions, ce qui respectent les transactions nationales. Certainement que notre Constitution, les textes disent qu'il faut respecter telle ou telle disposition. Mais, in fine, il faut se poser la question, à qui a profité l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui a été versé sur un compte d'un bien particulier et qui en a profité? La réponse est non. Tout cet argent permet au Congo de se développer. Alors que les gens arrêtent, vraiment qu'ils arrêtent, de nous prendre pour des analphabètes qui ne comprennent rien. Nous, personnellement, nous sommes victimes du système de tout ce qui était là à la rigueur pour la rigueur. Vous vous rappelez, hein, pendant 32 ans, la rigueur pour la rigueur, on supprime les bourses. On rembourse tout. Vous étiez étudiant à l'époque? Oui, madame. Oui, madame. Malgré mon pourcentage, je n'ai pas eu droit à la bourse.
On l'a supprimé ici. Mais vous êtes quand même allé en Europe sur quels moyens? Parce qu'il paraît que vous avez obtenu une bourse pour vous rendre en Europe. Bien au contraire, madame, vous n'êtes pas bien informée. Je suis allé avec un billet familial de mon frère, avec un visa de touriste, 3 mois, et je suis arrivé en Europe réfugié politique. De qui? Du système Mobutu, dans lequel était un Premier ministre. Merci beaucoup. Alors, il explique cela. On va parler des élections. Il ne faut pas essayer de remuer les couteaux dans la plaie. Nous sommes des Congolais aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous travaillons. Alors que nous savons que la révolution, le pouvoir de Kabila, c'est la révolution, pardon. On ne comprend pas pourquoi on doit toujours revenir à la bourse. On va parler des élections. On est à la fin. Si vous avez bien compris, qu'il n'y a pas besoin de remuer les couteaux dans la plaie. Je vous dis par ailleurs que Rondono, c'est un ami. C'est un ami. On n'a plus que 5 minutes, on va parler des élections. Oui. La CENI a procédé dernièrement aux journées portes ouvertes, dont on salue quand même la clarté de la gestion de Malou Malou, mais d'aucuns exigent à ce qu'on leur montre le serveur central. Qui ça? Qui demande? Répondez à la question. Madame, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des gens qui ont gesticulé un peu sur votre plateau ici. Ne parlez pas des autres. Répondez à la question précise, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a encore 3 questions. Malou Malou, c'est un technicien reconnu de notoriété internationale. Il est même consultant dans beaucoup de pays, le Togo, la Namibie. Et ça suffit pour qui se permette de faire ce qu'il veut. Et puis d'autre part, une élection, ça s'organise dans le temps. Les serveurs, ça veut dire quoi? C'est une machine, les serveurs. Alors que les gens aillent faire campagne, qu'ils s'enrôlent. Il y a des institutions de contrôle. On n'a pas besoin qu'on crée un faux débat, comme en 2011. Vous vous rappelez les jeudis serveurs, là, on veut nous remettre encore jeudi serveurs. Entre-temps, la même CENI a mis en place une commission une commission d'intégrité et de médiation. Absolument. Alors que nous savons tous que l'Église n'a pas pu gérer la crise de contentieux électoral. C'est pour qu'il y ait la transparence en amont. Chaque fois, Malou Malou appelle tout le monde pour parler à l'éducation. Est-ce que ce n'est pas une commission de plus? Non, ce n'est pas une commission de plus, c'est pour décrisper un peu l'ambiance, parce que les gens ont toujours des suspicions de ce qui va se passer. Alors, de maintenant, commencez à vous concerter, échanger. Le plus important, c'est que le peuple congolais se retrouve. Voilà. Voilà, la CENI va publier le calendrier électoral très prochainement. Très prochainement. On m'informe lundi. Alors que le Parlement congolais ne s'est pas encore prononcé sur le mode de suffrage indirect qu'a proposé la CENI. Est-ce que ce n'est pas une forme de précipitation? Non, du tout. Il ne faut pas qu'on puisse nous remettre dans la même situation qu'en 2011, où on a dit Ngoï Moulou n'a pas eu le temps que le parlementaire fasse leur travail, Malou Malou a fait les siens, ça va aller très vite. On m'informe d'ailleurs que la publication, c'est aujourd'hui même, de ce calendrier électoral. Merci Bibiche. On va parler, on a vraiment fini, mais on ne va pas se quitter sans parler de votre chaîne de télévision que vous gérez très bien. Ça fait plus de 2 ans, 2 ans maintenant. 3 ans. 3 ans, donc oui. Plus de 2 ans que vous gérez cette chaîne de télévision. Félicitations, parce que elle est sortie quand même de l'ordinaire. Mais beaucoup de gens, les gens pensent que vous modifiez, comment je peux dire ça? Vous modifiez l'information en ce qui concerne l'opposition. Non, qu'en dites-vous? Mais les opposants, je les invite régulièrement. Oui, vous les invitez, mais vous modifiez l'information, ce qui leur concerne. L'information reste l'information. Si je vous dis Bitakwira a démissionné de la présidence du groupe parlementaire de l'UNC, et c'est l'information, je la diffuse comme telle. Et si j'ai dit Albert Moleka a été viré de la 13e rue par Maman Marthe, c'est l'information. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Albert Moleka n'était pas viré, c'est pas la question. Oui, il ne s'est présenté déjà pas depuis presque un mois. Il se présentait déjà pas, donc il est certainement parti. Il est directeur des cabinets qui ne vient pas au bureau. Comment on peut considérer ça? Il est parti de lui-même. Il n'est pas viré, ce n'est pas la question. Il a déposé la démission. Alors chez qui? Que dites-vous de ceux qui pensent que en RDC il n'y a pas de liberté des presses à cause de l'apaisanteur politique? Mais ça n'a rien à voir, madame. Toutes les questions que vous venez de poser, je vous ai pas mis ça dans la bouche.
Nous avons 50 chaînes de télé, nous avons 300 titres de journaux, autant de syndicats, autant de radios. Non, je ne connais pas en Afrique centrale ou en Afrique tout court un pays où il y a autant de médias et où on peut parler d'un chef de l'État comme si c'était son copain sur un plateau de télévision. Non. Il suffit de traverser à Brazzaville, aller au Rwanda, aller au Gabon, vous allez voir qu'ici c'est l'Eldorado. Donc il ne faut pas se gloser. Le Congo, c'est l'exemple aujourd'hui. En termes de développement, nous sommes en avance majeure. En termes de démocratie, nous sommes en avance majeure. Et vous allez voir que sur le plan technologique, on va l'être aussi. Monsieur Kassamba, je vous remercie. Merci. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Nous avons reçu pour vous Jean-Marie Kassamba, coordonnateur national de la vision du chef de l'État, donc de la révolution de la modernité. On a dit qu'il est enseignant à l'université, il dispense plusieurs cours et dans différentes universités. Il demeure journaliste malgré son titre de DG de médias. Il a à son actif plusieurs réalisations dans les médias, plusieurs émissions et des magazines papier qu'il met sur pied. Nous allons vous retrouver très prochainement avec un nouvel invité, c'est-à-dire mardi à 20h30. Mais vous pouvez également revoir cette émission demain à 7h15 et le jeudi à 23h. Portez-vous bien.